Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à la responsabilité de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail. Alors je vais vous demander de patienter un petit peu, le temps de voir tout le monde arriver sur la plateforme. On va prendre quelques instants de courtoisie pour laisser tout le monde arriver progressivement. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui va commencer dans quelques instants. Le temps de laisser les participants arriver tranquillement et le temps pour nous de nous installer confortablement. Bienvenue aux personnes qui se connectent à cet instant même. Alors je sais que pour les personnes qui vont regarder en replay ce webinaire, ces quelques minutes de patience sont insupportables, sont interminables. Et bien dans ce cas-là, le replay, ça sert à ça, avancer de 2-3 minutes dans la barre de progression pour nous retrouver directement dans le vif du sujet. Bonjour à tous. On va commencer dans quelques instants. Et on va tout vous dire sur votre responsabilité en tant qu'employeur en matière de santé sécurité au travail dans sous l'angle de ce contexte Covid aussi, qui est un angle particulier. Alors bonjour à tous, je reconnais des personnes qu'on a déjà vues dans d'autres webinaires. Bonjour à tous. Alors, Maître Cohen, on n'en a pas parlé avant, je suis désolée, vous avez un petit bouton alarme à côté du bouton action qui permet de désactiver le bruit des notifications. Ça permettra d'atténuer les bruits. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Nous allons commencer dans quelques instants. Bonjour à tous. Nous allons patienter encore quelques instants, le temps de voir tout le monde arriver dans ce webinaire qui est consacré à votre responsabilité en termes de santé et de sécurité au travail. Alors bonjour à tous. On attend plus de 500 personnes cet après-midi, donc on va se laisser le temps d'accueillir tout le monde avant de se lancer. Bonjour à tous, prenez le temps de vous installer. Nous allons commencer ce webinaire dans quelques instants. Le temps pour tout le monde d'arriver. Et nous pourrons commencer ce webinaire que vous retrouverez en replay, évidemment, comme tous les webinaires de manière générale, et en particulier ceux qui sont organisés par GEST. On va vous en parler dans quelques instants, et par les services de santé en général, les replays sont accessibles facilement sur les sites internet. Bonjour à tous. Je vous propose de patienter encore quelques instants, le temps de laisser tout le monde arriver. Installez-vous bien parce qu'on va être ensemble 1h15, 1h20, peut-être 1h30. Donc soyez à l'aise, soyez confort, comme on dit. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées et merci pour votre patience avant que nous commencions ce webinaire. Bonjour à tous.
Alors, on va répondre à vos questions au fur et à mesure, hein. On a toute une équipe qui est prête à répondre à vos questions et l'intervention va répondre à vos questions aussi, à n'en pas douter. Bonjour à tous. Écoutez, je vous propose de commencer. Eh bien, écoutez, c'est parti, hein. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire vous est proposé par GEST, l'association régionale qui réunit les services de santé au travail du Grand Est. Donc, nous attendons aujourd'hui un peu plus de 510 personnes. Merci à vous, à ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à la responsabilité des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail. Alors, parmi vous, des entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des services de santé au travail de la région, d'autres non, des partenaires, hein, des institutionnels, d'autres services de santé au travail. Donc, pas d'inquiétude, puisque les informations que nous allons vous donner ne font évidemment pas cette différence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les questions que vous vous posez et les réponses qui vous seront apportées. Alors, comment sécuriser le maintien ou la reprise de votre activité? Quelles sont vos obligations générales de sécurité? Un point sera fait sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Un focus également sur le risque biologique, puisque c'est bien de cela dont il s'agit avec le Covid-19. Que pouvez-vous imposer à vos salariés sur des sujets tels que le port du masque, la prise de température ou encore les tests? Comment pouvez-vous réorganiser votre activité? Télétravail, temps de travail, activité partielle, tout cela sera abordé. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à AST 67, Alsace Santé au Travail, service de santé au travail à Strasbourg. Cet après-midi, ce webinaire sera animé par Maître Laurence Cohen, que je remercie, avocate associée et responsable du pôle d'expertise santé et sécurité au travail au sein du cabinet CWA. Pour ce qui est des questions, je vous propose donc de les envoyer par l'outil que vous connaissez maintenant, qui se trouve sur votre droite. Et Faustine Renaud, Anne de Gabory et Vanessa Miralles se feront un plaisir de répondre à vos questions. En fin d'intervention, je poserai vos questions à Maître Cohen, en tout cas pour quelques questions pour terminer ce webinaire. Ce webinaire durera donc environ 1h, 1h15, 1h30. Le replay et le support de présentation seront disponibles sur les sites internet des services de santé au travail du Grand Est. Maître Cohen, la parole est à vous. Merci à Geste de cette sollicitation. Nous sommes donc ravis d'être présents aujourd'hui pour essayer de répondre à ces questions qui sont prégnantes pour les entreprises actuellement. Alors depuis le mois de mars évidemment et encore aujourd'hui, on a traversé différentes phases face à ce Covid, la phase brutale du confinement, la phase de la reprise d'activité et puis il y aura une phase 3, en tout cas en termes juridiques notamment, lorsqu'on aura retrouvé une vitesse de croisière et qu'on aura à prendre, le cas échéant, un certain nombre de décisions, notamment par rapport à la réduction d'activité. Alors, j'exclus d'office cette partie-là qui ne sera pas traitée aujourd'hui puisque ce n'est pas l'objet. En revanche, nous souhaitions nous attarder sur la question des responsabilités des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail. Vous avez peut-être suivi l'actualité du jour et je commence directement par un sujet qui sera abordé un petit peu plus tard pour planter, entre guillemets, le décor. Vous avez entendu sans doute parler de cette ouverture d'enquête par le parquet de Paris, aujourd'hui même, qui concerne donc le Covid-19 et des plaintes qui ont été adressées au parquet pour stigmatiser l'insuffisance des mesures prises notamment par nos responsables politiques. Donc, c'est une bonne entrée en matière pour vous dire que les responsabilités, elles sont partout, sur différents terrains possibles et qu'aujourd'hui même, précisément, le parquet ouvre cette information sur la base d'une infraction pénale de mise en danger de la personne d'autrui. Alors, ce n'est pas pour être anxiogène que je démarrais par là, mais simplement pour vous dire que nous allons balayer ensemble aujourd'hui deux parties dans cette présentation. La première partie qui sera consacrée justement au rappel de l'obligation de sécurité de l'employeur face à un risque aussi exogène que le Covid-19. Effectivement, les questions sont nombreuses et
et l'employeur peut être un peu désarçonné par l'ensemble de ces obligations qui sont à sa charge et son impuissance finalement à régir de façon complète ce risque Covid qui est à la fois interne mais surtout externe à l'entreprise. Donc on va essayer de voir où placer le curseur compte tenu de ce contexte particulier. Vous vous posez beaucoup la question de la reconnaissance du Covid-19 ou en tout cas de la maladie contractée suite à une infection au Covid-19 au titre des accidents du travail et maladies professionnelles. On s'attardera un petit peu sur cette question également. Et puis, on verra donc comment formaliser les choses au mieux pour que l'obligation de sécurité soit tracée, en tout cas que l'employeur puisse se trouver en moins mauvaise posture, entre guillemets, voire même en bonne posture, s'il est confronté à des procès, et on en verra la nature. Première partie donc de l'intervention, et puis deuxième partie de l'intervention qui portera sur des questions un petit peu plus pratiques, sur la question de comment organiser la reprise d'activité et quelles sont les mesures concrètes et notamment les assouplissements que le législateur a prévus pour simplifier, entre guillemets, le schéma ou les schémas possibles de réorganisation dans les entreprises. Alors, je vous propose de commencer par la première partie sur la sécurisation de la reprise de l'activité au sens obligation de sécurité de l'employeur. Vous le savez, cette obligation de sécurité est une obligation qui est forte à l'égard de l'entreprise, de l'employeur en particulier, qui donc le rend entre guillemets responsable de la sécurité de ses salariés, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Et cette obligation inscrite dans le Code du travail l'oblige évidemment à faire un certain nombre de démarches et notamment d'évaluation des risques existants dans son environnement, dans son entreprise, pour mettre en œuvre les moyens de prévention qui vont être les plus adaptés dans un contexte donné. Cette obligation de sécurité de l'employeur, elle a pour habitude d'être dénommée obligation de sécurité de résultat. En réalité, la jurisprudence récente a fait un petit peu évoluer sa position sur cette qualification et on est passé fort heureusement d'une obligation de résultat pur et dur à ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'obligation de moyens renforcés, à savoir que tous les efforts que l'employeur fait pour démontrer justement l'évaluation des risques et la prise en compte d'un certain nombre de risques avec les mesures de prévention. Tous ces efforts sont, dans un procès en tout cas auquel l'employeur serait confronté, pris en compte pour aller ou ne pas aller vers une sanction, le cas échéant. Donc, ce n'est pas vain de prendre ces mesures et en tout cas de s'efforcer d'être le plus exhaustif possible, puisque nous sommes aujourd'hui sur ce terrain de l'obligation de moyens, certes renforcés, mais en tout cas, les moyens comptent dans un procès pour se défendre. L'obligation de sécurité trouve sa source, vous le savez, dans le Code du travail, un article qui aujourd'hui est un article phare, le 41-21-1 du Code du travail, qui donc est l'assise de l'obligation de sécurité, qui nous dit que l'employeur doit prendre les mesures de prévention face aux risques professionnels existants dans l'entreprise, moyennant la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et qu'il doit également, et c'est bien sûr le corollaire, informer les salariés et les former en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de prévention qu'il aura déterminées. Donc ce triptyque, l'obligation d'avoir à prendre des actions de prévention, de mettre en place et d'adapter l'organisation et les moyens qui vont avec, et d'informer, former le personnel, c'est vraiment le triptyque fondamental en matière d'obligation de sécurité. Je dis ça, c'est pas simplement un rappel théorique de termes logés dans le Code du travail, c'est exactement la grille d'analyse et de lecture qu'auront les juges en cas de difficulté ou de procès sur ces questions donc de l'obligation de sécurité. Donc, il est important de bien passer en revue ces trois rubriques pour connaître l'obligation de l'employeur ou en tout cas savoir comment mieux contrer une action qui serait dirigée contre lui.
Dans le Code du travail, bien sûr, des principes généraux sont énoncés. C'est à l'aune de ces principes généraux et de la façon dont l'employeur les aura appliqués que les procès vont se dérouler. Les principes généraux, je les parcours rapidement. Éviter les risques ou évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Adapter le travail à l'homme et tenir compte de l'état de l'évolution de la technique, c'est particulièrement important, ces deux premières rubriques en matière de Covid, puisque je crois que nous sommes tous unanimes pour dire que le Covid fait partie des risques qui malheureusement ne peuvent pas être totalement éradiqués, évités. En revanche, il faut les limiter au maximum ou en limiter au maximum l'impact dans l'environnement de travail. Adapter cet environnement de travail et prendre les mesures adéquates en fonction de l'état des connaissances également, qui aujourd'hui, on le sait bien, n'est pas évidemment exhaustif sur la question du Covid. Et a fortiori, l'employeur qui n'est pas un expert, qui n'est pas un sachant en la matière, n'a pas l'ensemble des connaissances. En revanche, on attend de lui qu'il se renseigne et qu'il se documente et qu'il s'entoure de spécialistes tels que, par exemple, bien sûr, en première ligne, les services de santé au travail qui, aujourd'hui, vous invitent et vous renseignent sur le sujet pour, effectivement, aller, on va dire, le plus loin possible dans le déploiement de ces mesures de prévention. L'identification des risques, la mise en place de mesures de prévention et le fait aussi de donner des instructions appropriées aux travailleurs afin que ceux-là suivent les directives qui sont données et, le cas échéant, les équipements de protection pour permettre de limiter le risque ou le fait d'être confronté au risque dans le cadre professionnel en tout cas. La crise aujourd'hui sanitaire que nous traversons, bien sûr, rend tous ces termes, le moindre des termes que j'ai prononcés là, très concrets et oblige l'employeur, bien sûr, à s'y atteler de façon très scrupuleuse et méticuleuse pour aller vers le déploiement d'un arsenal de mesures qui vont aller dans le sens d'une limitation de la propagation et d'une limitation de l'atteinte causée aux salariés par le Covid-19. Bien sûr, pour arriver à ce résultat, il faut faire une bonne évaluation des risques professionnels et cela passera, je le verrai juste un peu plus tard, par la mise en œuvre, bien sûr, de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Vous êtes nombreux à vous interroger sur la question de l'accident du travail, de la maladie professionnelle et à juste titre puisque ces questions-là sont aujourd'hui d'une actualité brûlante, font couler beaucoup d'encre aussi et interrogent. Il y a des pistes de réflexion et de travail qui sont examinées actuellement par nos autorités. En l'état des textes qui sont publiés aujourd'hui, voici ce que l'on peut en dire sur la question de la reconnaissance d'une maladie qui serait contractée au titre au titre ou à l'occasion d'une activité professionnelle, ce qui est d'ailleurs difficile à déterminer. Quid donc des contraintes et des obligations de l'employeur en la matière. Alors, sur l'accident du travail, sa définition légale, c'est une lésion soudaine survenue pendant le temps et sur le lieu de travail. A priori, on peut exclure le fait que le Covid puisse conduire à la reconnaissance d'un accident du travail stricto sensu. Pourquoi? Parce qu'il faudrait faire un lien entre un fait accidentel précisément identifié dans le temps et géographiquement. Or, le Covid, on sait qu'il est diffus, qu'il est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise et ce sera sans doute difficile de parvenir à une reconnaissance de l'accident du travail au titre du Covid-19. Je fais une exception pour les personnels hospitaliers qui peut-être pourront avoir effectivement sur ce registre-là des éléments tangibles à apporter par rapport à un fait accidentel soudain qui conduirait à une lésion qui serait rattachable à l'activité professionnelle. Mais hormis ce cas particulier, on va dire que dans le cas général, on peut penser que l'accident du travail sera exclu. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'employeur ne doit pas déclarer un accident du travail lorsque le salarié le demandera. Vous le savez, en matière d'accident du travail, c'est la règle. Il y a une différence entre ce qui peut être reconnu au titre des accidents du travail ou pas
et la formalité qui précède cette reconnaissance, puisque s'agissant de la formalité, il suffit au salarié de solliciter auprès de son employeur une déclaration d'accident du travail pour que ce dernier soit contraint de la renseigner et en tout cas de faire le nécessaire sur le plan administratif. Donc, gardez bien en tête que cette déclaration d'accident du travail sollicitée, il faudra la faire. Par contre, évidemment, la sortir de réserve pour indiquer précisément que les critères de l'accident du travail ne sont pas, en l'occurrence, remplis. Pas de fait accidentel soudain porté à votre connaissance, pas de lésion isolable, en tout cas de façon corrélée avec une activité précise professionnelle. Et moyennant ces réserves, la CPAM fera son enquête et acceptera de reconnaître ou pas, mais encore une fois, la tendance, en tout cas que l'on peut espérer, sera le rejet de cette infection au titre de l'accident du travail. La thématique est plus complexe en matière de maladie professionnelle, puisque effectivement la maladie professionnelle est celle qui est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Alors là encore, compte tenu de la caractéristique du Covid que j'ai rappelé, à savoir un élément aussi bien exogène qu'interne à l'entreprise, la frontière sera ténue. En tout cas, là encore, si l'on s'en tient à l'état actuel du droit sur le sujet. Vous avez, vous le savez, en matière de maladies professionnelles, une dichotomie entre les maladies qui sont inscrites d'ores et déjà dans des tableaux annexés au Code de la sécurité sociale. Et à ce titre-là, un certain nombre de virus peuvent être effectivement une maladie professionnelle inscrite sur un tableau, et notamment pour le personnel soignant. En revanche, ce n'est pas le cas expressément aujourd'hui du Covid pour l'ensemble des travailleurs français, bien évidemment. Donc, les maladies présumées n'intègrent pas aujourd'hui le Covid dans les tableaux. Dès lors que l'on n'est pas sur une maladie inscrite expressément dans un tableau, alors on est sur une maladie non présumée, ce qui veut dire qu'il y a toute une procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle qui doit se mettre en mouvement, et il appartient donc à la victime qui se déclare victime d'une maladie professionnelle de faire les formalités auprès de la caisse primaire de sécurité sociale afin que l'enquête, et notamment cela passe par un avis de la commission que l'on appelle la C2RMP, qui va accepter ou pas de prendre en compte au titre de la maladie professionnelle cette infection qui pourrait être liée au travail, mais selon donc des modalités d'enquête précisément définies par le Code du travail, et il n'y a pas en la matière d'automaticité. Les débats qui sont en cours, vous l'imaginez bien, concernent évidemment les personnels soignants et qui sont amenés effectivement à côtoyer entre guillemets le virus de façon inhérente à leur activité professionnelle, auquel cas la maladie professionnelle pourrait être reconnue. Dans les autres cas, ce sera, en tout cas en l'état actuel du texte, du cas par cas. Alors, d'autres réflexions sont en cours, notamment sur la constitution d'un fonds d'indemnisation qui serait financé par des fonds publics pour les victimes du Covid. Mais c'est une troisième piste, une troisième voie aujourd'hui qui est à l'état d'étude et qui n'a pas encore conduit à des conclusions définitives. Voilà donc sur la question de savoir si le Covid est ou n'est pas un accident du travail, une maladie professionnelle. Maintenant, quels sont les risques et les enjeux attachés à ces deux qualifications, et plus généralement d'ailleurs au non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité telle qu'on l'a rappelé précisément juste avant. Les risques sont, on va dire, de deux ordres, le risque civil d'un côté, le risque pénal de l'autre. S'agissant du risque civil, je fais un focus sur quelque chose qui ne devrait pas normalement être la règle, puisqu'on vient d'exclure que le Covid puisse être un accident du travail, ou en tout cas pas de façon généralisée, idem pour la maladie professionnelle. Mais imaginons qu'au cas par cas, une reconnaissance intervienne, alors le premier risque à craindre, ce serait l'augmentation du taux de cotisation AT-MP de l'employeur, puisque vous savez qu'il y a un lien immédiat, ou en tout cas quasiment immédiat, entre la reconnaissance d'un accident de travail
et ou d'une maladie professionnelle et ce taux de cotisation. Donc, bien sûr, plus il y a d'AT et de maladies professionnelles, plus le taux augmente. En tout cas, c'est l'état du droit aujourd'hui. Deuxième enjeu, ce serait la reconnaissance d'une faute inexcusable qui ouvre droit aux victimes à une réparation complémentaire par rapport à celle qui est prévue par le Code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Et notamment, cela se traduit par des rentes majorées et des dommages et intérêts qui peuvent être distincts de ce que le Code de la sécurité sociale alloue aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. La faute inexcusable, elle a une définition. C'est celle qui est constituée lorsque l'employeur qui aurait dû avoir conscience d'un risque ou avait conscience d'un risque ne met pas en place les mesures de prévention qui permettent d'éviter la réalisation de ce risque. C'est ça la définition de la faute inexcusable et il n'est pas impensable dans les cas où l'accident du travail ou la maladie professionnelle serait reconnue que l'employeur puisse effectivement avoir à se justifier sur ce terrain de la faute inexcusable, y compris face au Covid. Bien évidemment, le risque est encore pas connu et loin d'être maîtrisé, mais par contre, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'employeur a un minimum de mesures à prendre, et on les reverra tout à l'heure, les fameux gestes barrières, les fameuses mesures indispensables et qui notamment figurent dans le plan de déconfinement qui a été publié par le ministère. Cela aujourd'hui, nul ne peut l'ignorer et ne mettant pas en place ces éléments, on va dire, fondamentaux de prévention, l'employeur pourrait très bien être inquiété sur le terrain de la faute inexcusable et encourir donc les risques civils que je vous ai cités. En dehors de toute reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les risques civils sont plus classiques, entre guillemets, mais néanmoins sans doute pas impossible à obtenir en justice de la part de salariés qui se considéreraient en insécurité dans leur milieu de travail. Et notamment, on peut citer bien sûr toute obligation de sécurité est assortie d'une possible condamnation par les juges prud'homaux notamment sur le terrain des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi. Donc, on peut tout à fait imaginer, bien sûr, une application au cas du Covid de cette jurisprudence constante au terme de laquelle, lorsque l'employeur ne met pas en œuvre toutes les mesures de prévention au sein de l'entreprise, il peut encourir des dommages et intérêts, y compris, et c'est là-dessus que je voulais insister, en l'absence d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Et c'est si vrai que ces dommages et intérêts peuvent être prononcés par exemple, sur le terrain du préjudice d'anxiété, notion qui est née avec les problématiques de l'amiante et qui aujourd'hui trouve des applications de plus en plus variées sur le terrain donc des risques professionnels, où on considère que les salariés qui ont la crainte de contracter une maladie en lien avec leur travail peuvent aller sur ce terrain du préjudice d'anxiété pour poursuivre leur employeur ou en tout cas demander réparation. Et il est tout à fait possible que cette thématique-là se trouve être appliquée en matière de Covid. Alors, j'ai bien conscience, tout en vous listant ce catalogue de risques, d'être moi-même assez anxiogène sur ces terrains-là. C'était, entre guillemets, le jeu de cet après-midi, de passer en revue ces différents risques, non pas pour aller vers une crainte que quoi que vous fassiez, vous risquez d'être condamné, mais au contraire, de vous démontrer que par une traçabilité méticuleuse des actions que vous menez dans le cadre de l'entreprise en matière de prévention des risques, accompagnée par des experts, eh bien, cette traçabilité va vous permettre de démontrer au juge que, compte tenu de l'état des connaissances, vous avez pris les mesures nécessaires, voire suffisantes. Alors, le curseur sera évidemment à jauger par les juridictions, mais en tout cas, votre rôle de chef d'entreprise ou de DRH, c'est d'aller vers, on va dire, cette exhaustivité, et si ce n'est l'exhaustivité, mais en tout cas le maximum en mesure de prévention que vous puissiez imaginer au regard de toutes les préconisations
faite par les experts, et on verra juste après une liste d'outils qui peuvent vous y aider. La partie risque civil est déjà assez conséquente. Je n'ai pas cité au titre des risques civils un risque qui est assez courant aussi dans le cadre d'une relation de travail, qui pourrait être la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. Vous connaissez ce mécanisme qu'on a pu appeler par exemple l'auto-licenciement. Cela vise donc une situation d'un salarié qui se sentirait en danger dans le cadre de sa relation de travail et qui considérerait que l'employeur est tellement en défaut dans le cadre de son obligation de sécurité que la rupture du contrat de travail doit intervenir à ses torts. Et cela revient finalement à avoir procédé à un licenciement abusif, en tout cas sur le plan indemnitaire. Les conséquences sont les mêmes que celles qu'encourt l'employeur en cas de licenciement abusif. Donc, autre risque qui pourrait là surgir individu par individu face à une défaillance de l'entreprise. Alors, il faudrait vraiment que l'employeur soit totalement négligent sur la question de la prévention des risques et du risque Covid en particulier pour que le juge aille vers cette issue, effectivement, de la prise d'acte considérée comme un licenciement abusif. Mais en tout cas, on ne peut pas l'exclure d'emblée et c'est un outil qui est à la disposition du salarié. En amont de cette prise d'acte, le salarié aura peut-être aussi fait usage de son droit de retrait pour que vous puissiez, là encore, justifier que le droit de retrait ne peut pas se poursuivre indéfiniment et que vous puissiez convaincre aussi bien le salarié que peut-être les instances représentatives du personnel qui ont aussi des outils, les droits d'alerte et les droits de retrait qui peuvent être actionnés par les instances et par les salariés. Eh bien, on est doté des possibilités de défense lorsqu'on peut démontrer que l'on a bien appliqué le triptyque dont je vous parlais tout à l'heure, les obligations d'évaluation, de mise en place de mesures et de moyens adaptés et d'information, formation des salariés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très concrètement examiné dans tous ces contextes-là, que ce soit des contentieux faisant intervenir un juge ou dans un rapport plus direct entre employeur, salarié, employeur, inspection du travail, employeur, IRP. Dans tous ces contextes-là, ce qui compte, c'est de montrer que vous avez pris ce sujet à bras-le-corps et que vous avez tracé l'ensemble des mesures, mesures et démarches d'ailleurs faites pour parvenir à une protection maximale des salariés en l'état de connaissances que l'on a et de possibilités que l'on a. Le risque pénal ne peut pas être exclu. J'ai commencé mon introduction par là en vous expliquant que aujourd'hui même une enquête est ouverte à l'égard de nos responsables politiques. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer le risque pénal encouru par la personne morale qu'est l'entreprise ou par ses dirigeants ou délégataires de pouvoir. Alors, il y a deux situations dans lesquelles le risque pénal peut s'envisager. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui aurait causé une atteinte à la personne. On peut tomber sous le coup de toutes les infractions liées aux atteintes involontaires à la personne, involontaires bien sûr à la personne, puisqu'on n'a pas voulu l'atteinte. Il n'empêche que l'atteinte se produit par l'infection qui peut, comme on le sait tous maintenant, avoir des conséquences graves. Et à partir de là, les textes du code pénal sur les atteintes involontaires à la personne peuvent être utilisés par les victimes pour rechercher des responsabilités. La responsabilité de l'employeur pourrait, dans ce cadre-là, être recherchée s'il commet une négligence, une imprudence ou s'il ne respecte pas une règle de prévention édictée par la loi ou le règlement. Et vous voyez ici revenir la question donc de l'évaluation des risques, du document unique d'évaluation des risques, de l'obligation de sa mise à jour, qui sont donc des prescriptions édictées par la loi ou le règlement, étant précisé que si l'employeur est négligent, imprudent ou ne les respecte pas, il peut encourir cette infraction d'atteinte involontaire à la personne. Pour le dirigeant, il faudrait une faute encore plus caractérisée et ou une violation délibérée de la loi. On exige effectivement
un degré d'intention pour aller chercher la responsabilité pénale du dirigeant, ou en tout cas le juge procède à cette recherche de la violation délibérée ou de la faute caractérisée. C'est là où le curseur, encore une fois, n'est pas toujours aisé à placer. En tout cas, on a tendance à vous dire, en matière d'obligation de sécurité, bien sûr, qu'il faut aller vers une démarche maximaliste pour être paré dans tous ces cas de risques et de procès qui peuvent éventuellement être intentés. Lorsque le risque pénal existe en cas d'AT-MP, on a vu les conditions, il peut y avoir aussi un risque pénal sans dommage, c'est-à-dire sans accident du travail ou maladie professionnelle, et sans dommage déclaré du tout d'ailleurs auprès des autorités. La seule violation des règles générales et spécifiques instaurées en matière d'hygiène et de sécurité expose son auteur à des sanctions et des amendes notamment. Hein. Vous le savez, ça c'est une règle générale en matière d'obligation de sécurité. Dès lors que le Code du travail impose des obligations et des normes spécifiques, la violation de certaines d'entre elles crée par principe une infraction. C'est ce qu'on appelle les infractions formelles, indépendamment de tout dommage causé aux salariés. Le fait de ne pas respecter cette réglementation peut conduire à une amende. Et on peut être là, j'insiste, dans le registre aussi des amendes administratives, c'est-à-dire des amendes qui peuvent être directement notifiées par les directs et non pas passer par le canal d'un procès pénal traditionnel. Il y a enfin, bien sûr, les sanctions pénales pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est l'exemple que je vous citais aujourd'hui. Hein, c'est sur ce fondement-là que le parquet de Paris ouvre son information. Voilà pour cette question. Je me suis attardée un petit peu sur ces sujets parce que nous étions donc dans le vif du sujet proposé aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Hein, quelles sont les responsabilités et comment les contrer. Nous avons donc traité cette partie-là de façon un petit peu précise, à dessein, pour vous fournir un petit peu tous ces éléments de réponse que vous attendiez sur ce sujet. Alors, bien sûr, je vous ai exposé là le volet purement juridique. Maintenant, la difficulté à laquelle vous êtes confrontés toutes et tous, c'est évidemment d'avoir les mains, si j'ose dire, dans le cambouis de cette profusion de textes, de préconisations qui sont effectivement à votre disposition. Alors, peut-être y en a-t-il, entre guillemets, un petit peu trop au risque de s'y perdre. En tout cas, elles ont le mérite d'exister. Et ce que l'on considère, c'est que l'employeur, même s'il n'est pas expert scientifique, même s'il n'est pas lui-même censé connaître les tenants et les aboutissants de ces risques spécifiques et notamment du risque Covid, il est accompagné ou en tout cas en possibilité de se documenter, notamment avec toutes les aides qui sont mises à disposition. Alors, il y a eu le protocole de déconfinement qui a été créé à l'aube du déconfinement pour les entreprises pour effectivement permettre à ces dernières de mieux appréhender leurs obligations. Les fiches conseils du ministère du Travail qui sont très pratiques également et par secteur d'activité, par métier pour vous guider dans les mesures de prévention, des guides sectoriels qui existent également, toutes les questions-réponses du ministère du Travail, et puis un dossier très complet sur le sujet du Covid-19 qui a été et qui est toujours alimenté d'ailleurs par l'INRS pour vous aider. Alors, c'est évidemment pas votre métier que d'être expert en prévention des risques, mais l'attente, vous l'avez compris, c'est que l'employeur s'entoure des ressources nécessaires pour arriver à cette identification des risques et à la bonne mesure des risques pour arriver à ces mesures de prévention qui vont pouvoir limiter au maximum le risque dans l'entreprise.
Tout cela passe par la mise à jour du document unique d'évaluation des risques avec bien sûr les textes que vous connaissez sur l'obligation pour toute entreprise, quel que soit son effectif, d'avoir un document unique d'évaluation des risques. Dès le premier salarié employé, ce document unique doit exister. Le document unique, il doit exister, on doit le concevoir selon des normes qui sont standardisées plus ou moins par le Code du travail, en tout cas guidées par le Code du travail. Et une fois établi, ce document doit être constamment mis à jour et notamment l'épidémie actuelle, bien sûr, impose absolument la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Ne pas l'avoir fait exposerait bien évidemment l'employeur à toutes les sanctions que l'on a parcourues jusqu'alors, puisque ce serait une infraction manifeste aux règles prévues par le Code du travail. Alors, nous avons bien sûr les premières décisions de jurisprudence qui ont été publiées sur le sujet, et notamment une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2020 et qui concernait la Poste, qui a été, si vous me passez l'expression, épinglée pour n'avoir pas mis à jour son document unique d'évaluation des risques. Nous étions donc début avril et déjà les premières actions étaient menées pour contraindre les entreprises à prendre en compte le risque Covid dans la mise à jour du document unique. Aujourd'hui, c'est une évidence, bien sûr, pour toute entreprise. La difficulté se déplace. On ne se pose plus la question de la mise à jour, on se pose la question de la façon dont on peut au mieux mettre à jour ce document unique. Et on verra un tout petit peu après ce qu'il en est, notamment au niveau de la qualification du risque Covid. Alors, une autre question qui s'est posée en justice sur le document unique d'évaluation des risques concerne la façon dont il est mis à jour et la façon dont il est renseigné, alimenté. Ce que nous disent les décisions de jurisprudence, c'est qu'il faut impérativement associer le CSE, donc Comité social et économique, et le cas échéant, les commissions de santé, de sécurité et conditions de travail qui sont mises en place lorsqu'elles le sont dans les entreprises, qui doivent être associées. Ce terme « associé » est un petit peu ambigu et source un peu d'insécurité juridique. Mais pourquoi l'utilise-t-on? Eh bien parce que lorsque l'on recherche dans le Code du travail la question de savoir s'il y a une obligation de consultation, une véritable obligation de consultation du CSE sur le document unique et sa mise à jour, la réponse est négative. Les textes ne le prévoient pas. Pour autant, on s'accorde à penser, bien évidemment, qu'il n'est pas raisonnable aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons en tout cas, de ne pas associer les instances représentatives du personnel à la réflexion sur la mise à jour du document unique. C'est ce que disent en tout cas les juridictions saisies à ce jour. Il faut associer les instances représentatives du personnel à cette mise à jour. La distinction, vous l'aurez compris, la consultation impose un avis expressément rendu par l'instance préalable à la mise à jour. L'association des instances représentatives serait bien sûr plus diffuse, c'est-à-dire qu'elle peut intervenir à tout moment et surtout, il n'y a pas la nécessité juridique absolue de recueillir un avis à un instant T sur le document unique d'évaluation des risques. Alors, je ne vous cache pas que certaines juridictions vont au-delà de cette notion d'association du CSE et exigent la consultation. Mais à notre sens, c'est à tort et on peut en tout cas développer et continuer à développer des argumentaires sur ce point. Le travail de mise à jour du document unique d'évaluation des risques, alors je ne vais pas m'attarder bien sûr sur le contenu technique du document unique d'évaluation des risques car ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui et surtout je ne suis pas experte en prévention du risque Covid, donc je serais malvenue de vous renseigner sur le contenu technique. En revanche, sur le contenu réglementaire, on sait qu'il faut identifier les situations de travail par unité de travail, c'est-à-dire affiner les rubriques du document unique d'évaluation des risques en fonction de chaque unité, voire peut-être même de chaque poste de travail. Donc, faire une véritable étude au cas par cas, casuistique sur le terrain, en fonction de chaque environnement de travail et à l'intérieur de chaque environnement de travail, le cas échéant, de subdiviser les unités de travail pour prendre des mesures qui seraient
propre à l'exposition. Exposition qui peut être plus élevée dans certains services, moins élevée dans d'autres. Contact avec le public, pas de contact avec le public, par exemple, ça peut faire partie des critères différenciants. En tout cas, c'est un véritable travail d'inventaire in concreto des risques de chaque entreprise, voire de chaque service et ou de chaque poste. Il ne s'agit pas de créer des rubriques généralistes que l'on pourrait copier-coller dans chaque entreprise, bien évidemment. Ce serait passer à côté justement de cette obligation de sécurité renforcée que l'on a et qui exige cette étude précise. Ne pas oublier la dimension RPS dans le document unique d'évaluation des risques, c'est un élément important. Cela a déjà été reproché à une entreprise, en l'occurrence Renault, qui a fait les frais effectivement d'un document unique insuffisant, notamment sur la dimension RPS, et qui a été condamné à ce titre-là par le tribunal judiciaire du Havre le 7 mai 2020. La description des mesures qui sont le corollaire de l'évaluation des risques doit être également très précise et très fine pour permettre d'arriver à une diminution des situations potentielles d'exposition ou de transmission du virus. C'est l'objectif ambitieux qui est assigné à l'employeur dans le cadre de ce document unique d'évaluation des risques. Alors, je vous l'ai dit, je ne suis pas experte en prévention des risques. Vos services de santé au travail sont là pour vous aider sur ce registre-là. En tout cas, si on devait faire une checklist, on va dire à bâton rompu, des points d'attention dans le cadre de l'évaluation des risques, on vous propose quelques items, mais vous avez eu déjà, grâce notamment aux propositions du GEST et de la ST67, en particulier sur ces points-là, des webinars assez techniques et pointus. Les quelques mesures que l'on peut imaginer, bien sûr, concernent les trajets vers le lieu de travail, essayer de limiter les moyens de transport collectifs et d'aller vers des moyens de transport individuels, essayer de limiter les transports tout court d'ailleurs en actionnant notamment des mesures telles que le télétravail, on en parlera un petit peu plus tard. Gérer les entrées sur le site, l'accueil sur le site des salariés et des visiteurs, ne pas oublier les consignes à donner aux visiteurs, aux clients, fournisseurs, prestataires, etc. et redéfinir les process pour mettre en sécurité tout le monde au sein de cet environnement. Gérer les flux de circulation, repenser les open space, donner les consignes sur l'utilisation des ascenseurs, repenser l'utilisation des espaces communs, gérer tout ce qui est livraison du courrier, manipulation du papier. La liste est évidemment interminable, en tout cas très longue, et il ne s'agit pas ici d'être exhaustif sur le sujet, mais seulement de donner quelques pistes de réflexion au complément de tout ce que vous avez pu lire sur ce sujet. Respect de la distanciation physique, c'est évidemment la mesure phare qui est définie par le gouvernement et notamment dans le protocole de déconfinement, il y a des indications techniques très utiles pour pouvoir comprendre l'application concrète de cette distanciation physique au sein des locaux de travail, le nettoyage renforcé des locaux, l'information et la formation par une signalétique, du balisage, des affichages, etc., qui sont absolument indispensables. Je termine sur cet item-là pour vous dire que là, on est très concrètement dans des obligations qui sont relevées par les inspections du travail, par les juridictions et sur lesquelles ils sont intransigeants. C'est-à-dire que l'on peut avoir un contrôle inopiné de l'inspection du travail, bien sûr, sur ces questions, ou alors, si ce n'est un contrôle inopiné, en tout cas une lettre d'observation d'un inspecteur du travail qui demanderait la justification des mesures prises dans l'entreprise pour prévenir le risque d'atteinte par le Covid-19. Et notamment, j'ai vu passer tout à l'heure une question, alors mes collaboratrices en coulisses, entre guillemets, ont dû, je suppose, déjà répondre, mais j'ai vu passer la question, est-ce que je dois spontanément communiquer à l'inspection du travail la liste des mesures prises dans le cadre de la prévention Covid-19 ? Non, il n'y a pas d'obligation de communication spontanée
à l'inspection du travail d'une liste de mesures prises. En revanche, il est bien évident que l'inspecteur du travail peut à tout moment demander cette justification. Et à vous, à ce moment-là, de fournir de façon, pour le coup, rapide ces éléments-là. Quand je dis de façon rapide, c'est qu'il ne s'agit pas d'attendre le contrôle de l'inspection pour commencer à mettre en œuvre. Il faut avoir le souci constant de mettre en œuvre ces mesures et d'être prêt à tout moment, en cas de contrôle, à communiquer des éléments tracés sur les mesures qui ont été prises. Et je ne parle pas que du document d'évaluation des risques, mais de l'ensemble des mesures. Et notamment, c'est très important, la question de l'information et de la formation des salariés. Vous avez entendu parler sans doute de cette décision du 7 mai 2020 rendue par le tribunal judiciaire du Havre qui a condamné la société Renault SAS qui avait pourtant fait des démarches et mis en place des mesures d'information et de formation de ses salariés. On a considéré que ces mesures étaient encore insuffisantes et Renault a été condamné à ce titre. Alors, focus en rapport avec le document unique d'évaluation des risques sur la notion de risque biologique. La notion de risque biologique est une notion technique, scientifique, et je n'ai pas la prétention, bien évidemment, de pouvoir répondre à vos questions sous cet angle-là. En revanche, toujours sous l'angle juridique, il est important de se repérer dans ce qui aujourd'hui constitue l'obligation ou la norme pour l'employeur. Alors, quelques repères. Pour ce qui est des agents biologiques, il en existe 4 groupes selon le risque d'infection. À ce jour, le Covid-19 n'est à ma connaissance pas classé expressément dans l'une ou l'autre de ces catégories. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire est en train de réfléchir à ce classement. Elle préconise le classement dans le groupe 3 ou voire le groupe 4 des agents biologiques. Aujourd'hui, en tout cas, ce classement n'est pas encore figé et c'est ce qui rend d'ailleurs difficile les préconisations que l'on peut faire en la matière. Donc ça, c'est sur la notion de classement du risque en tant qu'agent biologique. Il y a un deuxième classement qui vous importe beaucoup plus, c'est celui sur la typologie des activités qui permettent de déterminer la nature des obligations de l'employeur au regard du risque biologique. Et ça, c'est très important de vous situer dans ces catégories-là. La première catégorie concerne les activités qui utilisent délibérément les agents biologiques. On parle ici des laboratoires de recherche ou d'analyse médicale. Leur activité, intrinsèquement, implique la manipulation d'agents biologiques. Dans ce cas, on est classé en catégorie 1. Catégorie 2, c'est un risque d'exposition spécifique ou inhérent à l'activité. Donc là, on ne manipule pas intentionnellement un virus, mais on est confronté en tant que professionnel de santé, par exemple, de façon étroite et permanente à ce risque d'exposition au virus. C'est la catégorie 2. Et puis enfin, par défaut, il y a tout le reste, c'est-à-dire il n'y a pas d'utilisation délibérée de l'agent biologique, il n'y a pas non plus de risque spécifique, mais par contre, les travailleurs, ici comme ailleurs, sont exposés au virus en ce sens qu'ils peuvent le croiser et selon le cas de façon plus ou moins directe et plus ou moins régulière. La grande majorité des activités, vous l'aurez compris, sont aujourd'hui dans cette catégorie 3, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas délibérément la manipulation du Covid ou on n'expose pas de façon directe et spécifique les travailleurs au risque Covid quand on est par exemple une enseigne de la grande distribution alimentaire, quand on est une boulangerie. C'est donc dans cette catégorie 3 que se situe ce type d'activité. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'obligation, vous l'avez compris depuis le début, l'obligation de sécurité, l'obligation de mise à jour du document unique sont des mesures communes à l'ensemble des typologies d'activités, quelles qu'elles soient, avec ou sans manipulation ou exposition spécifique au virus. Et a fortiori, bien évidemment, en période de pandémie et face au Covid-19, il faut faire une évaluation renforcée du risque Covid, ou en tout cas des difficultés que cela est susceptible de générer et de l'exposition qu'il est susceptible de générer. Donc ça, c'est une obligation commune.
Pourquoi distinguer justement et se poser la question du risque biologique en particulier? Eh bien parce que lorsque un risque est classé risque biologique, il y a, au-delà de ces obligations générales, des obligations supplémentaires qui sont imposées par le Code du travail. Et ces obligations supplémentaires sont inscrites dans les articles 41, 21, 1 et suivants, qui sont vraiment très contraignantes et qui obligent l'employeur à aller vers des mesures exorbitantes du droit commun par rapport aux obligations communes que l'on a décrites. Mesures de prévention spécifiques et notamment, par exemple, limitation du nombre de salariés exposés, fournir des EPI renforcés aux salariés, avoir une procédure spécifique de traitement des déchets, interdire l'introduction de nourriture ou de boissons sur les lieux de travail le cas échéant. C'est une première série d'obligations contraignantes spécifiques au risque biologique. On renforce également dans ce contexte de risque biologique les informations et la formation des travailleurs, notamment sur les risques qu'ils génèrent sur la santé et les précautions à prendre en matière d'hygiène. Donc tout cela est renforcé. L'information des travailleurs du CSE et du médecin du travail doit intervenir à chaque accident ou incident. Donc il y a là aussi quelque chose qui est spécifique en matière de risque biologique. Et enfin, comme vous le savez, les salariés qui sont exposés à un agent biologique doivent faire l'objet, en termes de suivi médical, d'un suivi particulier en fonction de la catégorie d'agent biologique auquel il est exposé. Eh bien, toutes ces obligations renforcées et contraignantes font l'objet actuellement de débats judiciaires et il n'est pas exclu que le Covid-19 puisse être effectivement considéré comme un risque biologique par les juridictions civiles qui sont actuellement saisies de ce type de questions. Alors, pour autant, les premières décisions sont plutôt dans le sens d'une grande nuance en la matière. Et je peux citer par exemple la décision du tribunal judiciaire de Lille du 5 mai 2020 qui concernait la société Carrefour Hypermarché. Dans le cadre de ce contentieux, l'inspection du travail, tout comme les syndicats, sollicitaient la condamnation de la société à la mise en œuvre justement de ces mesures renforcées de prévention et de sécurité, estimant que le Covid-19 était d'évidence un risque biologique. La juridiction écarte cette qualification en indiquant effectivement que le risque Covid-19 n'est pas forcément à classifier dans la catégorie des risques biologiques, selon en tout cas la catégorie d'activité de l'entreprise. Et vous vous souvenez le classement catégorie 1, 2, 3 que je vous ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, selon la nature de l'activité, le tribunal considère que l'on a ou que l'on n'a pas, le cas échéant, à appliquer tout ce volet supplémentaire de mesures spécifiques au risque biologique. Donc, nous sommes là en présence des premières décisions. Il va falloir évidemment que la jurisprudence se confirme ou se complète sur ces questions-là. Mais en tout cas, en l'état, voilà les premières informations que l'on peut communiquer. Alors, la difficulté de l'employeur, c'est de jongler entre ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'appréhension du risque Covid maximaliste et puis de faire un maximum de choses pour contrer sa propagation et le risque auquel les salariés sont exposés, mais en même temps de ne pas s'enfermer dans des contraintes qu'ils ne pourraient pas appliquer. Et là-dessus, l'idée, c'est de bien qualifier dans son document unique d'évaluation des risques le risque Covid en fonction de son classement catégorie 1, 2, 3. Clairement, pour les activités qui sont dans les catégories 1 et 2, il n'y a pas de contre-indication, il y aurait même plutôt une préconisation d'aller vers la notion de qualification du Covid en risque biologique au sens de l'ensemble de ces dispositions et de les appliquer, bien sûr, ces dispositions. En revanche, pour toutes les activités, et elles sont nombreuses, qui relèveraient plutôt de l'activité 3, de la catégorie 3, pas d'utilisation délibérée d'un agent et pas de risque spécifique, si ce n'est le risque latent pour tout le monde, et bien de bien préciser dans le document unique que le risque Covid est pris en compte, mais que ce n'est pas un risque spécifique à l'activité de l'entreprise, pour s'éloigner
au maximum de ces contraintes spécifiques au risque biologique, à moins bien sûr qu'on fasse le choix de les appliquer. Mais il y aurait un terrain glissant si on qualifiait, on va dire par abus de langage, le Covid-19 d'office de risque biologique dans le document unique, sans en appliquer l'arsenal de mesures prévues par le Code du travail. Donc, pour résumer, soit vous êtes dans une catégorie 1, 2, et là, qu'on le qualifie ou pas comme tel, de toute façon, on aura sans doute à appliquer ces dispositions du Code du travail. Pour ce qui concerne les activités de la catégorie 3, notre préconisation en tant que cabinet d'avocats et en l'état de la jurisprudence actuelle, c'est d'éviter d'inscrire noir sur blanc sur le document unique d'évaluation des risques que le Covid est un risque biologique, ou à tout le moins d'indiquer que ce n'est pas un risque spécifique à l'activité de l'entreprise pour être, le cas échéant, dans une position plus confortable si toutefois toutes les obligations risques biologiques ne sont pas respectées ou ne peuvent pas l'être, puisqu'il y a aussi beaucoup de moyens à investir dans ce cadre-là. J'ai vu passer tout à l'heure une question sur la question du coût de toutes ces mesures. Qui prend en charge le coût des mesures barrières, des mesures, par exemple, procurer les masques aux salariés, etc. C'est bien évidemment un coût qui pèse sur l'employeur. Tout ce qu'on a vu au titre des mesures de prévention est un coût pour l'entreprise. Alors, beaucoup d'entre vous se posent des questions, bien sûr, sur les mesures de prévention telles que les masques, les tests, les prises de température. Que peut-on imposer aux salariés en la matière? On va s'attarder sur ces 3 points pour essayer, là encore, de placer le curseur au bon endroit en état des textes actuels. S'agissant des masques, il y en a 3 catégories, les masques FFP, les masques à usage dit chirurgicaux et les masques grand public. Vous connaissez ces catégories de masques. Selon l'administration, seuls les masques FFP peuvent être qualifiés d'EPI. Alors, équipement de protection individuelle, là encore, pourquoi s'intéresser à la question de savoir si un masque est ou n'est pas un EPI? Eh bien, parce que dès qu'on dit que le masque est un EPI, il en découle des obligations qui sont prévues par le Code du travail. Si on considère à l'inverse que le masque n'est pas un EPI, à ce moment-là, les obligations sont allégées pour l'entreprise. Et c'est précisément ce point qui a fait l'objet d'un débat dans l'affaire qui concernait la société Carrefour Hypermarché toujours, dans l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 5 mai 2020. Le tribunal estime que les masques FFP sont qualifiés de pays, qu'en revanche, les masques chirurgicaux et les masques grand public ne le sont pas. Et que par conséquent, toutes les obligations du Code du travail liées aux EPI ne sont pas applicables. Alors, on ne confonde pas l'ensemble des propos. Là, il s'agissait de savoir si l'entreprise devait ou pas considérer qu'il s'agissait d'EPI. Réponse non. Mais ce n'est pas à confondre avec la question de savoir si l'entreprise doit ou ne doit pas fournir des masques à ses salariés. C'est une autre question et à laquelle je vais tenter de répondre maintenant. Sur la question de la fourniture des masques aux salariés, nous avons toujours, selon l'administration, des préconisations qui sont formulées. Lorsque l'entreprise est une entreprise qui emploie des professionnels médicaux, des professionnels de santé, bien sûr, la préconisation, c'est les masques FFP, des EPI, donc stricto sensu, et les masques les plus protecteurs qui doivent être fournis aux salariés. En ce qui concerne les autres domaines d'activité, la question du masque va dépendre de la question de la distanciation, possible ou pas possible. S'il est possible de respecter la distanciation telle que prévue par les normes, notamment dans le plan de déconfinement, à ce moment-là, le port du masque n'est pas obligatoire. Il peut être imposé dans le cadre d'une action volontaire de l'employeur à l'égard de ses salariés, mais en tout cas, l'employeur en tant que tel n'a pas forcément à le prévoir parmi les mesures de prévention. C'est à son choix en fonction de la possibilité ou pas de faire respecter la distanciation. Alors, vos services de santé au travail vous accompagneront mieux que moi, là encore une fois, sur la question de la préconisation en termes de est-il opportun ou pas de proposer ces masques. En ce qui concerne mon intervention aujourd'hui,
encore une fois, j'essaye de déterminer s'il y a une obligation légale ou pas. Donc la réponse, elle est dans cette question-réponse et dans ce protocole de déconfinement du ministère. On nous dit que non, ce n'est pas une obligation de fournir des masques aux salariés, sauf si la distanciation ne peut pas être respectée. Si la distanciation ne peut pas être respectée, alors il faut généraliser le port du masque dit grand public pour protéger au maximum les salariés. De là découlent deux questions supplémentaires. La première question, lorsque l'employeur décide de fournir des masques, qu'il en soit ou pas, qu'il y soit ou pas contraint, on a vu la question précédemment, mais en tout cas, lorsqu'il décide de recourir au masque, alors les salariés doivent se soumettre à son pouvoir de direction et respecter les consignes. Cela fait partie du champ du disciplinaire. Si le salarié ne se conforme pas aux instructions de son employeur, alors il pourrait être inquiété sur le terrain disciplinaire. Dès lors, et c'est une préconisation pratique que beaucoup d'entreprises peuvent avoir oubliée dans la précipitation, ou en tout cas face à l'immensité du travail à fournir sur la mise aux normes de l'entreprise en matière de Covid-19, on a pu oublier que dès que l'on touche à une mesure disciplinaire, ou en tout cas que l'on veut imposer une norme aux salariés et que l'on veut assortir le cas échéant le non-respect de cette norme de sanction, on doit alors mettre à jour son règlement intérieur dans le chapitre consacré aux règles d'hygiène et de sécurité et à la discipline. Il faut avoir prévu les normes en la matière et la façon dont le salarié peut ou ne peut pas être sanctionné en ce qui concerne le non-port du masque, par exemple, mais on peut multiplier les exemples sur ce sujet. Le document unique d'évaluation des risques, c'est un formalisme imposé et à mettre à jour en ce moment, mais il y a aussi le règlement intérieur qui, aujourd'hui, mérite vraiment d'être complété au regard de ces obligations nouvelles. Alors, il y a des procédures simplifiées de mise à jour du règlement intérieur, précisément lorsque une mesure est urgente, la procédure est accélérée, mais il ne faut pas l'oublier. Si le masque est proposé aux salariés, voire si le masque est imposé aux salariés, bien sûr, il faut informer et former le personnel sur l'utilisation du masque, et ce, de façon vraiment très pédagogique, très concrète. Il y a beaucoup d'aides qui sont proposées aux employeurs pour l'utilisation du masque. Il faut vraiment tracer, là encore, toutes les informations que l'on aura remises aux salariés à ce sujet. Je passe sur la question des tests, en tout cas j'y viens plus précisément sur la question des tests parce que c'est aussi une question que beaucoup d'entreprises se sont posées. C'est une question qui se traite finalement de façon beaucoup plus rapide en droit, dans la mesure où même si l'idée avait été partagée par beaucoup d'entreprises que les tests pourraient être un bon outil de prévention des risques. En tout cas, au moment du déconfinement, la question s'est vraiment posée de façon prégnante. Aujourd'hui, on a une réponse du ministère qui est assez claire puisqu'elle considère que les campagnes de dépistage qui sont organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées. Donc là, on n'est pas sur une hésitation ou sur une formulation de préconisation, on est vraiment sur une interdiction de pratiquer des tests de dépistage dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que, contraire à la stratégie nationale de dépistage, les dépistages virologiques des personnes symptomatiques qui ont été en contact avec des personnes infectées sont régis par des protocoles et par des procédures qui sont vraiment très complexes et en tout cas encadrées. Donc, il est évidemment hors de question de faire des dépistages virologiques au sein des entreprises. Quant aux tests sérologiques, premièrement, ils ne sont pas encore homologués. Deuxièmement, ils posent des problèmes de fiabilité, de lisibilité, de sorte que le ministère estime qu'il serait presque même dangereux de les utiliser dans la mesure où ils constitueraient des indicateurs qui fausseraient l'appréciation que l'on peut avoir d'un risque, sans compter le fait que un test, il a une valeur à un instant T, mais il n'aura plus la même valeur le lendemain ou le surlendemain, bien évidemment. Du coup, cette mesure des tests est contre-indiquée par le ministère
Et bien évidemment, il s'agit de respecter cette contre-indication parce que par excès de zèle, on pourrait aussi avoir une difficulté au niveau de l'obligation de sécurité. Si on pratique des tests et qu'on en tire des conséquences qui seraient effectivement pas les bonnes parce que le test aurait faussé l'appréhension du risque, on pourrait considérer que l'obligation de sécurité est mal remplie. En revanche, en ce qui concerne la prise de température, là, la position est plus nuancée, celle du ministère, qui nous dit que la prise de température à l'entrée des entreprises est déconseillée. Alors, pas seulement parce que cela serait attentatoire aux libertés individuelles, voire en contravention par rapport aux règles du RGPD, parce que sur ce point-là, on a une position de la CNIL qui nous dit qu'à partir du moment où les collectes de données ne sont pas enregistrées, ne font pas l'objet d'un fichier que l'on conserverait, à ce moment-là, les règles du RGPD ne s'appliqueraient pas. Donc, ce n'est pas ça l'obstacle. En revanche, l'obstacle, c'est que le ministère considère que la prise de température, là encore, peut éventuellement être un faux indicateur, induire en erreur l'entreprise sur le niveau de risque et dès lors le déconseille. Bon, c'est une contre-indication, mais par contre, pour l'entreprise qui souhaiterait utiliser ce procédé de la prise de température, elle ne serait pas interdite de le faire, moyennant par contre la procédure d'adjonction au règlement intérieur dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et puis toute une série de garanties au profit des salariés, notamment l'information des salariés sur les modalités selon lesquelles cela se passe, l'absence de conservation des données, car il ne s'agit pas de conserver des données personnelles des salariés au risque sinon d'être en violation, bien sûr, s'agissant de données de santé par rapport au RGPD. Mais surtout, on peut être un peu mal à l'aise avec le résultat de la prise de température lorsqu'on décide d'en faire une mesure. C'est qu'une fois la température prise, quid au-delà de quelle température on interdit l'accès du salarié. Si on lui interdit l'accès à son poste de travail, c'est une décision d'entreprise, donc il faudra à tout le moins maintenir sa rémunération et le dispenser d'activité. Mais là encore, pour combien de temps et à quelle fin ce sont des questions qui sont effectivement évidemment complexes à gérer. En tout cas, sur le plan juridique, il est certain que si l'entreprise procède à une prise de température afin d'interdire l'accès au poste, c'est elle qui devra maintenir la rémunération pendant ce temps. J'en viens au rôle des services de santé au travail. Je compte sur vous, Gaëlle, pour être le gardien du temps si les choses s'attardent un peu trop. En tout cas, je viens sur le rôle des services de santé au travail rapidement pour faire un focus sur quelques points qui sont développés dans le support. Et je précise que ce support de présentation vous sera remis à l'issue de la présentation. Donc, vous aurez le détail des points sur lesquels je passerai un petit peu vite. S'agissant du rôle des services de santé au travail dans cette configuration et dans ce contexte, vous le savez, une ordonnance du 1er avril 2020 est venue adapter un petit peu les missions des services de santé au travail. Donc, on a des nouvelles attributions temporaires qui sont dévolues aux services de santé au travail. En font partie notamment la prescription et le renouvellement des arrêts de travail. Je ne m'y attarde pas ici, car j'en reparlerai à la fin de la présentation. Et puis, il y avait aussi dans les tuyaux, si vous me passez l'expression, la réalisation de tests de dépistage du Covid-19 par les médecins du travail. Mais cette disposition est lettre morte dans la mesure où les textes d'application n'ont pas été publiés et que cela nécessite un protocole qui devrait être adopté et qui n'a pas encore été à ce jour. Au point qu'on se demande effectivement, compte tenu de l'ancienneté, entre guillemets, de l'ordonnance, 1er avril, si cela va voir le jour ou pas. À mon sens, on peut penser que cette piste-là est abandonnée. Autre bloc d'attribution des services de santé au travail, eh bien dans le cadre de leur attribution traditionnelle, de leur mission traditionnelle, participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 en épaulant les entreprises dans leur
démarches de prévention, cela va sans dire. Donc, tout cela est quelque chose que les services de santé au travail avaient déjà dans leur mission et qui est renforcé, bien sûr, avec le Covid-19. Mais le point nouveau, en tout cas introduit par cette ordonnance du 1er avril et qui a été suivi de décrets d'application, concerne les visites médicales et les reports possibles de visites médicales. En effet, les autorités publiques ont considéré que pour éviter la propagation du virus, il y avait une mesure à prendre, c'était d'éviter les flux de personnes, les déplacements vers les centres médicaux, et puis surtout la prévention primaire, entre guillemets, aujourd'hui est peut-être prend une place très importante par rapport aux visites systématiques qui n'ont pas forcément le même effet bénéfique au niveau de la prévention. Dès lors, le décret a été, l'ordonnance a été suivie d'un décret qui a réglementé la façon dont les visites médicales peuvent être reportées. Très rapidement, pour vous brosser le tableau de ces dispositions que vous avez dû, j'imagine, croisées précédemment, peuvent être reportées à l'initiative du médecin du travail et jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard un certain nombre de visites. Il s'agit des visites d'information et de prévention initiale, c'est-à-dire les visites d'embauche pour les salariés qui ne sont pas soumis à des postes à risque particulier, sans faire obstacle à la prise de poste, évidemment. La visite d'information et de prévention qui, normalement, doit avoir lieu concomitamment à l'embauche, en tout cas dans les 3 mois suivant la prise de poste, si elle n'a pas lieu dans ce délai, ne fait pas obstacle à la prise du contrat de travail. Idem sur les renouvellements de visites d'information et de prévention et sur le renouvellement de l'examen d'aptitude et de la visite intermédiaire qui concerne les salariés qui sont en suivi renforcé. Donc tout cela, ça peut être reporté à l'initiative du médecin selon l'appréciation qu'il fait, en fonction notamment de l'état de la personne, des risques qu'il connaît dans l'entreprise. En revanche, certaines visites ne peuvent pas être reportées, telles que la visite d'information et de prévention initiale d'un certain nombre de travailleurs dits fragiles, travailleurs handicapés, les salariés titulaires de pension d'invalidité, de moins de 18 ans, etc. Il y a une énumération de publics pour lesquels le report ne peut pas avoir lieu parce qu'il faut évidemment veiller à leur sécurité de façon renforcée. L'examen médical d'aptitude initiale des salariés en suivi renforcé, lui non plus, ne peut pas être reporté. On a parlé tout à l'heure de la visite périodique, mais par contre, l'examen d'un salarié en suivi renforcé qui prendrait son poste doit avoir lieu. Et enfin, il y a aussi des catégories particulières de salariés exposés à des rayonnements ionisants, par exemple, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un report en termes de visite. Le sort des visites de pré-reprise et de reprise, lui aussi, est traité par ces textes-là. La visite de pré-reprise n'a pas à être organisée, contrairement à la règle de droit commun, si la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020. On considère que dans ce cas particulier, dans ce contexte particulier de Covid, les visites de pré-reprise peuvent être reportées, voire ne pas avoir lieu du tout, en présence de cette condition de date du 31 août 2020. Pour les visites de reprise de salariés, vous le savez, qui sont donc arrêtés pour cause de maladie ordinaire ou professionnelle ou d'accident du travail pendant plus de 30 jours, ces visites de reprise doivent évidemment avoir lieu, mais elles peuvent être différées selon, encore une fois, l'appréciation du médecin du travail. Alors, différées, pas pour toutes les catégories de personnel, puisque là encore, on retrouve notre pavé de personnes fragiles pour lesquelles ces visites doivent avoir lieu immédiatement au moment de la reprise effective du travail. En revanche, pour les autres qui ne figurent pas dans cette liste, la visite de reprise peut être reportée, soit dans la limite d'1 mois pour les salariés qui sont en suivi renforcé, soit même dans la limite de 3 mois pour les autres salariés. C'est au médecin du travail qu'il appartient de décider ou non du report de l'examen médical. Je reprends les obligations de l'employeur maintenant à l'égard des institutions représentatives du personnel de façon un peu synthétique par rapport à ce qu'on a vu. Vous savez que le document unique d'évaluation des risques, on a eu ce débat-là tout à l'heure, est-ce que c'est une information consultation du CSE ou est-ce que c'est associer le CSE à son établissement? Alors, je n'y reviendrai pas. En revanche, il y a bien sûr toute une série d'autres sujets sur lesquels l'information consultation du CSE est évidemment impérative, et notamment au moment de la reprise d'activité ou du renforcement des mesures de prévention au titre du Covid-19, de la réorganisation de l'activité à raison du Covid-19 et ainsi de suite.
il y a bien sûr cette obligation de consultation du CSE au titre de la marche générale de l'entreprise et notamment de l'impact sur les conditions d'emploi et de travail qui doit être organisé. Eh bien, pour toutes ces informations, consultations que le code prévoit, le gouvernement a adopté des mesures spécifiques de consultation liées à l'état d'urgence sanitaire. D'abord, vous le savez, les réunions du CSE peuvent plus facilement se tenir en format distanciel qu'à l'accoutumée et pour cela, des textes spécifiques ont été instaurés. Ensuite, les délais d'organisation et d'information consultation ont été aménagés pour permettre des prises de décision plus rapides de la part de l'entreprise et notamment un décret du 2 mai 2020 est venu adapter les délais pour les raccourcir en matière de mesures Covid ou en rapport avec le Covid. Habituellement, et pour simplifier, vous savez que les délais de consultation donnent lieu à des différenciations selon que l'entreprise est à établissement multiple ou en présence d'un CSE unique, donnent également lieu à des différenciations selon qu'il s'agit d'une consultation simple, sans recours à l'expert, avec recours à l'expert, ou s'il y a plusieurs niveaux de négociation, de consultation, excusez-moi. Et donc, tous ces délais-là sont écourtés pour permettre une prise de décision rapide à l'issue de la consultation. Pour simplifier les choses, alors que les délais sont habituellement de 1 mois en termes de consultation simple, 2 mois lorsqu'il y a un expert et 3 mois lorsqu'il y a consultation de plusieurs instances, les délais sont raccourcis à respectivement 8 jours, 11 ou 12 jours, selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas intervention d'un expert. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace pour que l'entreprise puisse parvenir rapidement à des mesures de réorganisation tenant compte du Covid-19. Voilà pour la partie reprendre l'activité, obligation de sécurité et association des instances représentatives du personnel. Je vais parcourir maintenant rapidement la deuxième partie sur la réorganisation de l'activité. Je dis rapidement parce que d'une part le temps passe et d'autre part ce n'était pas le cœur du sujet, donc on a vu l'essentiel de ce qui était le cœur du sujet aujourd'hui. Néanmoins, il nous a semblé important de faire des petits focus sur des éléments qui sont votre actualité en ce moment, afin que vous puissiez éventuellement, à la fin de ce webinaire, poser vos questions, celles qui en tout cas n'auraient pas été traitées dans le cadre du chat. Alors, première mesure et première question récurrente de nos clients, puisque nous sommes un cabinet d'avocats, on accompagne régulièrement nos clients sur la question du Covid depuis le début. Et au moment de la reprise d'activité, la question la plus fréquente a été: est-ce que je dois pérenniser le télétravail? Est-ce que je peux revenir à un mode de travail en présentiel et comment se passe la transition de l'un à l'autre? Donc, à ces questions, on peut répondre de la façon suivante. Sur le télétravail, bien sûr, le ministère continue de préconiser le recours au télétravail à chaque fois que cela est possible, toujours pour lutter contre la pandémie, bien évidemment. Et autre élément à connaître sur le plan juridique, il y a un article du Code du travail, l'article L 1222-11 du Code du travail, qui permet de recourir au télétravail sans l'accord du salarié. Alors, vous allez me dire qu'en période de Covid-19, les salariés sont plutôt favorables à la mise en œuvre du télétravail. Mais indépendamment de ce que serait la réponse d'un salarié donnée par rapport à un autre, en tout cas, le Code du travail indique clairement qu'en situation d'épidémie, le télétravail peut se pratiquer sans accord du salarié, donc ça veut dire sans avenant au contrat de travail et sans qu'il soit nécessaire d'avoir un accord collectif ou une charte préalable. Bon, pour autant, c'est bien sûr un recours que l'on a eu au télétravail en urgence au moment du confinement qui a imposé la mise en œuvre de ces textes et qui a fait qu'on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, avec la reprise progressive de l'activité, les questions sont de plus en plus nombreuses et la nécessité de formaliser aussi ce recours au télétravail redevient l'actualité des DRH. Donc, le fait que le Code du travail prévoit ces dispositions dérogatoires ne doit pas évidemment vous exonérer de mener une réflexion sur
la façon dont vous allez gérer le télétravail, notamment pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre salariés, pour objectiver les cas dans lesquels le recours au télétravail reste possible et ceux dans lesquels il n'est pas possible, traiter la question du contrôle du temps de travail, de la régulation de la charge de travail, traiter aussi, et si vous êtes en activité partielle, c'est particulièrement important, la distinction très nette qui doit être opérée entre le télétravail et la part d'activité partielle du même salarié qui est situé en télétravail. En clair, vous le savez, il y a des contrôles massifs aujourd'hui pour déceler les fraudes d'employeurs qui auraient déclaré en activité partielle des salariés qui en réalité télétravaillent. Donc, on a le droit de cumuler télétravail et activité partielle, mais pas sur les mêmes temps. C'est-à-dire que effectivement, lorsqu'on déclare un salarié en activité partielle à 50%, eh bien, ce 50% doit être une vraie interruption d'activité, suspension d'activité, par opposition aux 50% restants qui peuvent effectivement, le cas échéant, être télétravaillés. Et puis, il y a, on l'écrit avec un ton un peu provocateur, traiter ou non la question des frais professionnels, de l'indemnité d'occupation du domicile, qui sont à la charge du salarié, le cas échéant, dans ce cadre-là. Eh bien, on dit traiter ou non parce que, alors qu'il y a un accord national interprofessionnel qui, en principe, impose d'indemniser le salarié pour les frais exposés dans le cadre du télétravail, et même de lui octroyer une indemnité d'occupation du domicile. La série des questions-réponses qui ont été publiées par le ministère dans le cadre du Covid ont exonéré l'employeur d'exposer ces coûts-là, considérant que nous sommes dans une situation exceptionnelle qui n'impose pas la prise en charge de ces frais-là et n'impose pas le versement d'une indemnité d'occupation. Pour autant, c'est bien sur l'employeur que pèse l'obligation d'équiper, bien sûr, ses salariés pour que le télétravail puisse se faire. L'autre volet de la reprise d'activité peut être et doit être la réorganisation du temps de travail notamment parce que, vous le savez, parmi les mesures préconisées par le ministère, il y a notamment le fait d'organiser du travail par roulement, de ne plus avoir au même moment sur le lieu de travail tous les salariés simultanément, ce qui suppose évidemment des impacts en termes d'horaires collectifs, qui lui-même, cet impact va impliquer une obligation de consulter le CSE sur les modifications d'horaires, d'afficher les nouveaux horaires de travail, de communiquer ces éléments-là à l'inspection du travail. Et là, effectivement, il s'agit bien d'une communication spontanée. Peut-être aussi faut-il modifier les accords collectifs qui mettent en place l'organisation du temps de travail pour aller vers des horaires variables, pour aller vers la mise en place du travail en équipe. Et en tout cas, il y a toute une série de dispositifs en durée du travail, vous le savez, qui sont subordonnés à l'existence d'accords collectifs. Donc tout cela sont des éléments sur lesquels il faut axer la réflexion et vérifier si on peut les mettre en place ou pas unilatéralement. Et si ce n'est pas le cas, comment mettre en place un accord collectif pour y parvenir. Voir aussi si les contrats de travail font obstacle éventuellement aux mesures que l'on envisage, d'aménagement des horaires de travail par exemple, ou d'aménagement de l'organisation du temps de travail. Les contrats de travail, normalement, en tout cas c'est la préconisation que l'on fait auprès de nos clients, ne doivent pas contractualiser l'horaire de travail, au risque sinon d'avoir à proposer des modifications de contrat à chaque fois que l'on veut modifier les choses. Pour autant, il y a parfois des rédactions un peu maladroites dans les contrats de travail qui font que le salarié peut s'opposer au changement que l'on envisage. Donc tout ça doit faire l'objet d'un inventaire préalablement à la mise en place des changements pour que l'employeur puisse effectivement cheminer sereinement, aussi bien à l'égard des IRP qu'à l'égard de ses salariés et mettre en place toutes ces modifications. La réglementation a évolué spécifiquement par rapport au Covid-19 pour permettre un certain nombre de dérogations sur lesquelles je ne m'attarde pas, mais vous aurez dans le support les termes d'une ordonnance 2020-323 qui effectivement a aménagé toutes les durées quotidiennes maximales de travail, les durées moyennes de travail, les durées des repos, etc., qui peuvent effectivement être utiles, ces mesures-là, pour réorganiser le temps de travail en période de déconfinement. Les conséquences sur l'organisation du temps de travail peuvent aussi se décliner en matière de congés payés et de RTT, puisque notamment en période de confinement, les employeurs ont appelé de leur vœu un assouplissement des règles en la matière,
Alors, deux ordonnances sont intervenues sur le sujet pour justement permettre aux entreprises de gérer de façon un peu plus flexible les congés payés et les RTT. C'est l'objet de ces deux synthèses que je vous propose maintenant, très rapidement. Sur les congés payés, j'allais dire malheureusement, le texte n'a pas été jusqu'au bout du geste puisque il ne s'agit pas d'autoriser l'employeur unilatéralement à assouplir les règles sur les congés payés, puisque le texte a fini par intégrer la condition d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, la condition de devoir relever d'un accord de branche pour pouvoir bénéficier de ces mesures dérogatoires. Donc, il faut un accord collectif conclu avec les partenaires sociaux pour assouplir les règles en matière de congés payés. Si vous avez ces possibilités de négociation ou si vous dépendez d'une branche qui les a prévues, alors l'employeur peut être autorisé dans la limite de 6 jours de congés par an et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 1 jour franc minimum, à modifier unilatéralement les dates de prise de CP, à décider de la prise de CP acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise, à fractionner les CP sans recueillir l'accord des salariés. Donc, autant de mesures dérogatoires par rapport aux règles de droit commun qu'on connaît en matière de congés payés, qui permettent d'avoir un petit peu plus de souplesse dans l'organisation des congés payés de ses collaborateurs. Et ce, pour une période limitée, puisque l'application de cette disposition devrait se terminer au 31/12/2020. S'agissant des RTT, la souplesse est un petit peu plus grande, là pour le coup, puisque la condition de l'accord collectif n'est pas posée. Cela veut dire concrètement que l'entreprise qui pratique un dispositif de jour de repos ou un dispositif de CET, de compte épargne-temps, peut avoir la main un peu plus facilement sur la prise des jours de repos par rapport à ce qui est prévu dans ces accords habituels, et notamment là encore dans une limite qui est fixée cette fois-ci à 10 jours de repos et toujours moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc minimum, l'employeur peut modifier les dates de prise de repos qui, en principe, de par ces accords, en tout cas lorsque c'est le cas et écrit comme tel dans l'accord, sont à la main du salarié. Donc ça permet d'annihiler l'effet d'une clause de l'accord qui donnerait l'initiative des jours de repos aux salariés pour la rendre à l'employeur et flexibiliser l'organisation de l'activité pendant cette période de déconfinement. Là encore, avec une durée limitée qui court jusqu'au 31/12/2020. S'agissant du CET, alors que il a toujours été à la main du salarié, le CET, c'est le salarié qui choisit d'affecter du temps sur son CET et de l'utiliser quand bon lui semble, eh bien, à titre dérogatoire, là encore, l'ordonnance prévoit la possibilité d'imposer les jours du CET dans certaines limites, les mêmes que celles pour les RTT, à l'initiative de l'employeur, ce qui est une grande nouveauté en matière de CET, mais qui là encore n'est qu'un dispositif transitoire. Voilà pour les règles régissant la durée du travail et l'organisation du temps de travail. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup à dire sur notamment tous les dispositifs d'accords de performance collective, notamment, qui permettent d'assouplir la durée du travail de façon dérogatoire. Mais ce sont des dispositifs qui sont complexes et qui feraient l'objet sans doute d'un webinaire à part entière pour les mesures, on va dire, sur le plus long terme en matière de durée du travail. Là, en l'occurrence, il s'agissait de parcourir les mesures que vous pouvez actionner facilement, ou en tout cas plus facilement qu'avant, dans l'urgence et pour procéder au mieux à cette reprise d'activité. L'activité partielle, j'en dis un mot et j'en aurai terminé d'ici 5-10 minutes maximum. L'activité partielle, la reprise d'activité dans le cadre du déconfinement pose beaucoup la question aux entreprises de la poursuite de l'activité partielle. Est-elle ou pas possible? Dans quelles conditions? Et il y a aussi la question des arrêts dérogatoires qui sont dans le champ de l'activité partielle depuis le 1er mai 2020. Donc, sur le premier point, l'activité partielle peut-elle être reconduite? Vous savez que vous avez bénéficié, entre guillemets, dans le cadre de cette crise sanitaire et dans l'urgence au moment du confinement, de dispositifs ad hoc, spécifiques d'accès à l'activité partielle. Aujourd'hui, cette activité partielle, pour la plupart des entreprises, vient à bout, puisque la date, on va dire, communément retenue comme étant possible par les directs a été celle du 30 juin 2020. Donc, il faut se préparer peut-être à prolonger ces périodes d'activité partielle. Eh bien, pour ce faire, bien sûr, l'entreprise peut faire des demandes de prolongation auprès de la directe ou d'avenant.
Mais la difficulté, c'est que on a assorti à cette demande de prolongation ou de nouvelle demande d'activité partielle, la plupart du temps, des engagements à prendre en matière d'emploi. Donc, veillez bien à négocier avec l'administration des mesures en matière de maintien de l'emploi. Alors, maintien de l'emploi, c'est vraiment la mesure la plus contraignante. Il se peut que vous puissiez utiliser d'autres items, ou en tout cas convaincre l'administration que des engagements en matière de formation pourraient suffire, des engagements en matière de GPEC pourraient suffire, par opposition à des engagements fermes de maintien de l'emploi qui sont évidemment beaucoup plus contraignants pour la suite. Donc là, il y a une palette de possibilités qui est prévue par le Code du travail, et il s'agit bien sûr d'une question de négociation en bonne intelligence avec l'administration sur ce sujet. En ce qui concerne le basculement des arrêts dérogatoires dans l'activité partielle depuis le 1er mai 2020, il s'agit là des arrêts des personnes qui sont fragiles parce que répondant à un certain nombre de critères de vulnérabilité qui sont exposés par un décret, ou des salariés qui sont en situation de garde d'enfants parce que les établissements scolaires, pendant un temps en tout cas, étaient fermés. Ce dispositif est toujours aujourd'hui existant. L'activité partielle pour les arrêts dérogatoires est toujours d'actualité, sachant qu'il y avait une annonce du gouvernement sur une modification à venir des règles de prise en charge par l'état de l'activité partielle à compter du 1er juin 2020. Le décret est toujours attendu sur ce sujet, qui doit normalement prévoir une diminution de l'allocation qui sera remboursée à l'employeur. Mais nous attendons les textes et vous en serez informés dès leur publication. À ce jour, en tout cas, ce n'est pas le cas. Sur l'activité partielle, avant d'en terminer avec l'individualisation, ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est en cours d'examen et qui normalement devrait trouver son épilogue le 10 juin, c'est-à-dire demain, devant les assemblées, qui prévoit un dispositif nouveau qui est dénommé le dispositif ARM, d'activité partielle préférentielle en quelque sorte. Cela va permettre à certaines entreprises qui sont dans des difficultés constantes et durables en matière d'activité, de recourir à un dispositif d'activité partielle avec des modalités d'allocation renforcées pour les salariés et de remboursement de l'État aussi renforcé pour l'entreprise, mais moyennant la conclusion d'un accord collectif ou le fait d'être couvert par un accord de branche qui prévoit effectivement ce dispositif. Il y aura donc des clauses particulières à prévoir dans l'accord collectif. Il y aura des engagements, là encore, à prendre particuliers, notamment en matière de maintien de l'emploi, qui permettront, s'ils sont pris dans le cadre de ces accords collectifs, de bénéficier de ces régimes spécifiques d'activité partielle. Bon, ce dispositif, encore une fois, est en cours d'examen, donc je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais il sera suivi de textes d'application qui vous permettront de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants et votre possibilité d'y être éligible ou non. L'individualisation de l'activité partielle, vous le savez, a été adoptée par voie d'ordonnance le 22 avril 2020. L'individualisation de l'activité partielle, pour être très synthétique sur le sujet, c'est la possibilité de ne pas mettre en activité partielle tous les salariés dans la même proportion. Et ce, notamment afin de simplifier l'organisation des entreprises à la sortie du confinement. C'était l'objectif, en tout cas, affiché par cette ordonnance, qui permettait, alors que le principe était inverse au préalable, le principe inverse, c'était que l'activité partielle était de façon uniforme pratiquée pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'un service ou d'une catégorie particulière. Aujourd'hui, on pourrait et on peut individualiser l'activité partielle, mais moyennant des conditions qui sont assez contraignantes, à savoir de disposer d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche qui le prévoit, ou, à défaut, d'un avis favorable du CSE sur cette mesure, sachant que l'accord ou le document unilatéral de l'employeur ayant recueilli l'accord favorable du CSE doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et notamment les critères objectifs qui permettent de différencier les personnes dans le cadre de cette individualisation de l'activité partielle. Pour faire court, il ne faut pas être discriminant dans l'utilisation de ce dispositif, mais
s'asseoir sur des éléments objectifs qui justifient que tous les salariés d'une même entreprise, d'un même établissement, d'un même service ou même d'un même atelier ne soient pas considérés dans les mêmes proportions en activité partielle. Je termine par la gestion des arrêts dérogatoires pour vous dire tout simplement que ces arrêts dérogatoires existent toujours. Je vous l'ai dit juste avant, les personnes qui sont en arrêt Covid sont toujours indemnisées au titre de la CPAM. Donc, c'est-à-dire que l'arrêt, lorsqu'on est infecté au Covid-19 ou que l'on a été en contact et qu'on est suspecté d'être infecté au Covid-19 sont des arrêts de travail classiques qui sont délivrés en principe par les médecins traitants, mais dorénavant, depuis le 13 mai, également possible par le médecin du travail, qui vont donc bénéficier, ces salariés-là, d'un arrêt de travail transmis à la fois aux salariés et à l'employeur et être indemnisés par le régime de l'assurance maladie. Donc ça, c'est le premier type d'arrêt dit dérogatoire, en tout cas que le médecin du travail aujourd'hui peut également délivrer. Deuxième catégorie d'arrêt dérogatoire, c'est l'arrêt qui est délivré à une personne vulnérable. Donc, elle n'est pas personnellement infectée ou suspectée d'être infectée au Covid-19, mais présente des caractéristiques de vulnérabilité qui conduisent à son éloignement du lieu de travail. Eh bien, ces arrêts existent toujours encore aujourd'hui et donnent lieu à une indemnisation au titre de l'activité partielle. Sachant que depuis le 13 mai, là encore, ces arrêts peuvent être délivrés également par les médecins du travail, qui sont donc des déclarations d'interruption de travail que le médecin du travail délivre au seul salarié, puisque c'est le texte qui est ainsi conçu. Le salarié en est détenteur et doit ensuite l'adresser sans délai à son employeur pour justifier de son absence au poste de travail. Et vous trouverez ici dans le support donc un récapitulatif de tous ces arrêts dérogatoires et de la façon dont ils sont prescrits. Le tout dernier mot concerne le sort des gardes d'enfants, parce que c'est quand même aujourd'hui une question toujours d'actualité. Les établissements scolaires ont rouvert, mais tous ne sont pas en capacité d'accueillir tous nos enfants, en tout cas pas en permanence dans la semaine. Donc, le dispositif est toujours le dispositif de l'activité partielle dans ce contexte-là, étant précisé que le salarié doit faire valoir un justificatif qui émane de l'établissement scolaire, qui doit justifier ne pas avoir pu accueillir l'enfant dans l'entreprise. Merci de votre attention soutenue, car mon développement a été un petit peu long. Je suis à votre disposition pour les questions. Alors, Maître Cohen, bravo. Bravo et merci pour cette intervention très claire. De nombreuses questions ont été posées durant votre intervention et votre équipe a formidablement bien mené les réponses. Alors, merci à Faustine Renaud, merci à Anne de Gabory et merci à Vanessa Miralles qui ont superbement bien géré. Bravo. Avant peut-être de vous poser quelques questions, j'aimerais juste rebondir. Votre première partie concernait pour une partie ce que pouvait faire le SSTI, le service de santé au travail inter-entreprise. Et je voulais juste souligner encore une fois, vous l'avez fait, mais souligner encore une fois que vos SSTI, les SSTI sont évidemment vos interlocuteurs pour vous accompagner dans la mise à jour de votre document unique, pour vous accompagner dans la mise en place des mesures sanitaires, pour promulguer, pour vous donner tous les conseils dont vous avez besoin dans cette période Covid. Donc, tournez-vous vers votre service de santé au travail parce qu'ils sont vos partenaires, évidemment, encore plus en cette période-là. J'ai pas l'impression qu'il reste beaucoup de questions que je pourrais vous soumettre. J'ai l'impression que votre équipe a quasiment répondu à tout. Alors, je vais... vous vouliez peut-être compléter par autre chose, Maître Cohen? Je suis habituée à dire docteur à chaque fois. Maître Cohen, vous avez d'autres choses pour compléter votre intervention? Peut-être deux petits points et dans l'immédiate continuité de ce que vous veniez de dire, effectivement, les SSTI sont un partenaire précieux, je peux en témoigner, parce que nous-mêmes sommes donc conseils juridiques spécialisés en droit du travail. Nous accompagnons les entreprises dans le cadre
vous l'aurez compris, le décryptage des mesures réglementaires, mais par contre, on est toujours un petit peu démunis lorsqu'il s'agit de les accompagner sur le plan technique. Donc, j'insiste effectivement sur l'apport précieux des SSTI sur ce domaine-là, complémentaire et même peut-être qui est le point le plus important, parce qu'au-delà du fait de comprendre la réglementation, ce qui compte évidemment, c'est la mise en sécurité de l'ensemble des salariés, et ça passe forcément par la réflexion technique sur les mesures concrètes de prévention. Donc j'insiste sur votre rôle fondamental en la matière, étant précisé que peut-être aussi, je suis passée vite tout à l'heure sur ce sujet, mais vous êtes aussi un employeur qui avait vous-même vos contraintes en matière de protection de vos propres salariés. Et c'est vrai que c'est pour ça, je pense, que l'ordonnance a aussi allégé un petit peu la systématisation des visites médicales pour vous permettre de vous consacrer à l'accompagnement sur le terrain des entreprises, dans le cadre de la prévention primaire, et à arbitrer, en tout cas, entre laisser en l'état toutes ces visites qui prennent un temps considérable aux médecins du travail sans aucune souplesse, ou au contraire permettre de les reporter pour vous donner du temps et leur donner du temps pour profiter de vos interventions. Et je pense effectivement que ce choix a été pertinent, celui de pouvoir reporter un certain nombre de visites, étant précisé que, et là je le dis parce que je ne l'ai pas dit, je ne sais pas si la question a été posée, mais pour les arrêts dérogatoires, des salariés qui sont en vulnérabilité ou des salariés qui ont été en garde d'enfants, il n'y a pas d'obligation réglementaire de visite de reprise. Ce ne sont pas des arrêts maladie. Ils ont à un moment donné emprunté le régime à l'arrêt de travail pour maladie, mais ils ne sont pas des arrêts pour maladie. Donc, il n'y a pas de visite pour les personnes qui ont été en arrêt pour vulnérabilité ou pour garde d'enfants. Je tenais à compléter ici. Et puis, la deuxième intervention plus générale que je voulais faire, c'est que on est conscient de la difficulté des entreprises aujourd'hui, compte tenu de cette profusion de textes, d'obligations, etc. Tout va très vite et on n'est pas au bout de nos peines, entre guillemets, sur, en tout cas, cette évolution législative, ces évolutions législatives. Pour preuve, il y a des textes qui sont en préparation, j'en ai parlé, sur l'activité partielle, et il y a une loi plus générale sur les mesures d'urgence qui sont encore à venir. Donc là-dessus, nous sommes à votre disposition, bien sûr, pour essayer de vous aider à les suivre. Là où, et c'était le sens de mon dernier propos, l'exercice est délicat, peut-être même un peu glissant, c'est que nous avons aujourd'hui beaucoup de questions-réponses du ministère qui ont mérite d'exister, bien sûr. C'est parfait que l'on accompagne les entreprises avec des documents pédagogiques sous forme de questions-réponses, mais là où nous, les conseils juridiques, sommes un peu frustrés, si je puis dire, c'est pas pouvoir amener plus de certitude sur la façon dont les juridictions vont, elles, considérer les problématiques que nous avons posées. Et il se peut, et ce ne serait pas la première fois, que ce qui figure dans un question-réponse comme une vérité absolue, ou en tout cas la branche à laquelle se raccrochent les entreprises parce qu'elles veulent effectivement des réponses et elles ont besoin de ces réponses, il se peut que la juridiction, elle, prenne un peu le contre-pied, ou en tout cas nuance les appréciations qu'elle pourra faire de telle ou telle problématique. Donc, encore une fois, on a beaucoup cité dans l'intervention les questions-réponses du ministère, le protocole national de déconfinement, on a évoqué toute une série de normes qui sont une aide précieuse pour les entreprises. Le petit bémol du juriste et de l'avocat qui va défendre les entreprises à la fin, c'est effectivement que ces questions-réponses sont à valeur indicative pour les tribunaux et qu'au final, ce seront bien les tribunaux qui se prononceront sur toutes ces questions. D'où, et je boucle la boucle en revenant sur la première partie de l'intervention qui était vraiment la plus importante, je pense, pour aujourd'hui, d'où la nécessité vraiment de tracer l'ensemble des mesures et des démarches qui sont faites scrupuleusement en matière de prévention des risques, parce que l'avocat qui vous défendra par la suite, que ce soit sur le plan du risque civil, des risques civils devrais-je dire, ou des risques pénaux que l'on a examinés, aura vraiment besoin de ces écrits, de ces documents. Et sans ça, on sera démunis parce qu'on invoquera votre bonne volonté, votre bonne foi dans les procès, mais le juge s'attardera sur les pièces. Et c'est ce que font aujourd'hui aussi beaucoup d'inspections du travail. J'attire votre attention sur le fait que les inspections du travail viennent
aujourd'hui dans les entreprises pour contrôler la question de la prévention des risques et, encore une fois, notifie des mises en demeure, ou si ce n'est des mises en demeure, en tout cas des lettres d'observation, pour en demander toujours plus en matière de formalisation et de prévention. Et ça peut être décourageant, je le comprends tout à fait, et je compatis avec nos auditeurs aujourd'hui face à cette immensité effectivement de règles et de préconisations que vous font les inspections du travail. Ça peut être décourageant, mais ne vous découragez pas. Comme je le dis, pour terminer sur un concept positif, l'obligation de sécurité de résultat a un petit peu mué en obligation de moyens renforcés, et tous les efforts que vous faites aujourd'hui seront vraiment utiles et précieux dans le cadre des contentieux futurs, que je vous souhaite le moins nombreux possible, évidemment. Mais en tout cas, ça vous aidera véritablement. C'est l'avocat du terrain qui vous le dit, hein, face à ces procès-là, on a vraiment besoin de pièces et d'avoir effectivement, au fur et à mesure, bien noté, acté tout ce que l'on a fait et communiqué auprès des salariés. Traçons, traçons, traçons. Tout à fait. Merci, Maître Cohen. Pour finir, je voudrais juste vous présenter cette dernière diapo qui liste ici les webinaires que nous avons menés, nous, services de santé au travail. Alors, vous les avez en replay, et puis il y en a d'autres qui vont venir. La semaine prochaine sera la semaine des webinaires. Donc, on a mené de nombreux webinaires sur la reprise d'activité, sur les masques. Vous avez posé de nombreuses questions sur les masques en début d'intervention. Il y a un webinaire qui est consacré à ça, et vous allez retrouver tout un tas de réponses. Sur la mise à jour du document unique aussi, on a monté un webinaire là-dessus, et vous le retrouverez en replay sur le site internet. Sur l'impact psychologique et psychosocial du retour au travail aussi, du post-confinement. Il y avait des questions aussi là-dessus sur l'impact des risques psychosociaux de cette crise. Télétravail et ergonomie, évidemment, puisque vous nous l'avez dit, Maître Cohen, le télétravail reste de mise encore un certain temps. Sur les webinaires de la semaine prochaine, alors on a fait le choix d'avoir des webinaires par approche métier, donc on va s'attaquer aux esthéticiennes lundi, et puis on enchaînera avec les référents Covid. L'aide à la personne et les employés de maison, les hôtels, cafés, restaurants. On avait déjà fait un premier webinaire juste avant la sortie du guide. J'ai repéré qu'il y avait quelques restaurateurs parmi les participants. Donc, on réitérera le 18 juin avec les UMI un webinaire sur la thématique HCR. Et puis, le 19 juin, on parlera de qualité de vie au travail. Conclusion, suivez-nous. Évidemment, puisqu'il se passe des choses dans les services de santé au travail. Il se passe beaucoup de choses. On est positionné en prévention primaire, comme vous le disiez, Maître Cohen. Nos équipes sont présentes, nos équipes conseillent, nos équipes vous accompagnent dans la reprise ou dans le maintien de votre activité. Je l'ai dit au fur et à mesure de l'intervention à l'un ou l'autre, le replay et les supports de cette présentation, Maître Cohen, seront disponibles sur les sites des services de santé au travail inter-entreprise du Grand Est. Tout ça encore ce soir, peut-être demain. Merci à tous pour votre participation jusqu'à presque 19 h. Merci, Maître Cohen. Merci au cabinet CWA, et merci à votre équipe d'avoir répondu aux questions de manière très précise, très concrète et très pragmatique. Merci à tous, prenez soin de vous, soyez prudents et traçons. Bonne soirée. Bonne soirée.